Ok. Ok, je pense qu'on peut lancer. Oui, on peut y aller. Donc bonjour à toutes et à tous. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième conférence. Donc c'est Marion qui l'a préparée. Elle va vous présenter ça tout de suite. Du coup, je suis Ala, je suis le président d'Elsa Saint-Louis. Et du coup, j'aimerais adresser quelques remerciements déjà à notre première invitée qui est Danielle Wertz, qui est la cofondatrice de notre nouveau partenaire qui est Launch. Elle présentera l'application tout de suite, mais aussi nous aimerions remercier nos partenaires LexGo et Linkletters qui nous soutiennent depuis le début de l'année et aussi la team SNC qui a préparé cet événement, dont la vice-présidente est Marion. J'espère que vous allez bien et du coup, je vais laisser Madame Wirtz parler du coup. Vous pouvez y aller. Ok, merci, bonsoir à tous. Merci de prendre de votre temps et merci de nous donner l'occasion également de présenter notre startup Launch.career. Vous m'entendez? Oui. Donc Launch.career est une start-up que nous avons créée en 2020. Nous, c'est qui? Nous sommes 4 co-founders issus du milieu de l'audit, du recruitment, du milieu de l'art aussi. Nous avons des enfants qui sont à l'université ou dans des études supérieures, donc nous avons déjà un certain âge. Et nous nous sommes posé la question il y a quelque temps, comment font-ils pour trouver un job? Comment ça se passe aujourd'hui? Nous sommes rendus compte que finalement c'est encore assez traditionnel. En tous les cas, ici en Belgique, même si évidemment il existe pas mal de différences avec il y a 20 ans, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a LinkedIn qui va permettre de trouver un job. Par contre, ce n'est pas ça que nous avons fait. Nous nous sommes dit, si nous construisions une digital matchmaking platform, une plateforme numérique, une plateforme digitale qui va mettre en relation les étudiants qui sont en master, qui sont en bachelier également, donc début de leur aventure estudiantine, et les jeunes diplômés, les jeunes grads. Et ces étudiants, ces jeunes grads, on voudrait les connecter aux entreprises. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? En construisant donc cette plateforme digitale qui est une sorte de Tinder, une sorte de matching entre le profil estudiantin, le profil de jeune grad et le milieu du travail, le monde du travail, les entreprises. Les entreprises qui vont pouvoir donner des opportunités, donc qui vont permettre la participation de la part, des étudiants, des jeunes gens à des événements, des jeunes gens qui vont rechercher un stage, ça va être mis sur la plateforme par les entreprises et également, évidemment, des premiers emplois qui sont mis sur la plateforme par les entreprises et destinés aux jeunes diplômés. Pardon, je m'excuse. Nous nous adressons donc à une population cible qui est plus ou moins qui a 20 ans et ça va jusqu'à l'âge de 28 ans. Alors pourquoi avons-nous fait cette application et donc nous avons construit l'année dernière cette application avec des jeunes gens. Nous nous sommes intéressés à leur manière de voir les choses, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas dans une application. Et donc, nous l'avons construite. Il y a moyen de la downloader sur un smartphone ou alors sur l'ordinateur. Pourquoi iriez-vous sur cette application? D'abord, elle est gratuite, donc ça, il y en a beaucoup qui sont gratuites, mais c'est quand même un avantage en tant que jeune. L'inscription prend entre 2 et 5 minutes. Vous allez pouvoir faire construire un CV digital avec les soft and hard skills que vous allez pouvoir introduire dans ce CV. Vous pourrez adapter ce CV tout au long de votre aventure estudiantine. Alors la particularité va être que ce n'est pas un job board. Donc, c'est une application destinée aux jeunes gens et ce sont des jeunes gens qui vont être interpellés par les entreprises. Donc, à partir du moment où il y a un matching, à partir du moment où il y a une connexion grâce à ce profil qui a été élaboré et grâce à l'entreprise qui a mis sur la plateforme toute une série d'opportunités, que ce soit un événement, que ce soit un job, eh bien, à partir du moment où il y a un match, genre Tinder, vraiment, eh bien, les deux vont être mis en relation. Tant que
le jeune n'aura pas accepté cette proposition, évidemment, aucune donnée ne va être transférée vers les entreprises. Toutes les données des jeunes gens qui vont venir s'inscrire éventuellement sur notre application sont privées, sont protégées, et à aucun moment, aucune entreprise ne sait que vous êtes inscrite sur la plateforme, qui vous êtes, ou si vous cherchez un job, alors que vous en avez déjà peut-être un ailleurs, parce qu'effectivement, une première carrière dure parfois quelques mois et on a envie de changer et on ne sait pas très bien quoi. La particularité également de cette plateforme est que vous allez avoir l'ensemble, elle est destinée à l'ensemble des étudiants, les étudiants du Nord, les étudiants du Sud, et plus il y aura les étudiants qui seront inscrits sur cette application, eh bien, plus les entreprises vont suivre. Jusqu'à présent, nous avons su convaincre, parce que nous avons commencé fin décembre, début janvier. Nous avons démarché, nous avons été voir les entreprises. Et nous avons des gens comme Alan Overy qu'on a réussi à convaincre et qui sont aussi eux-mêmes convaincus de l'utilité d'une telle plateforme, parce que jusqu'à présent en Belgique ça n'existe pas sous forme, je dirais entre guillemets, nationale, mais en tous les cas qui reprend l'ensemble des jeunes gens de l'université, des jeunes gens des hautes écoles et de toutes facultés confondues, de tout endroit, de toute école confondue. Alors, qui avons-nous? Parce que il est possible, donc, soit vous allez être interpellé, si vous vous inscrivez, si vous remplissez votre profil et que vous êtes à la recherche d'eux, eh bien, vous allez être interpellé par une notification, par une alerte, enfin, par les systèmes classiques d'aujourd'hui, et vous allez pouvoir dire oui ou non. Mais vous pouvez également, une fois que vous êtes inscrit sur l'application, aller sur la plage d'exploration. Et là, vous verrez qu'il y a déjà pour l'instant une petite vingtaine d'entreprises, des gens comme Pfizer, des gens comme Bain, des gens comme KPMG, des gens comme KBC. Donc il y a la finance qui est là, il y a l'IT qui est là avec Delaware, il y a l'audit, le consulting avec Bain ou McKinsey. Donc il y a vraiment déjà une belle fourchette d'entreprises qui est sur la plateforme, qui propose des événements, qui propose des jobs, et que vous pouvez consulter vous-même au moment où vous le désirez, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a dit rapide, ludique, parce que c'est un smartphone, parce que vous pouvez le faire le jour et la nuit, et que vous n'avez plus besoin d'aller vous balader dans les foires à job et peut-être parfois louper l'une ou l'autre opportunité parce que vous n'êtes pas au courant qu'elle existe, et alors qu'ici cette application, cette plateforme va pouvoir, l'algorithme va pouvoir entraîner un match entre un profil ou des profils et une opportunité. Voilà, donc je crois que mes 5 minutes sont passées. C'est ça que je voulais présenter, et franchement ça existe aux États-Unis, WayUp, et Debut au Royaume-Uni, et c'est un atout assez extraordinaire. Les entreprises ont l'air d'être convaincues, ça marche super bien, et puis de toute façon, c'est quelque chose qui prend très peu de temps, qui est un atout supplémentaire. Le jour où vous cherchez à participer à un événement ou un stage, peut-être que simplement on vous interpellera sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, et que vous puissiez peut-être rencontrer le Dream Employer, comme on l'a cité dans notre publicité. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai pu vous convaincre. Je ne sais pas si la petite démo va pouvoir être passée, parce que je crois que je suis hors limite au niveau du temps. Merci à Elsa, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne conférence surtout. Merci beaucoup, Madame Werth. Du coup, on va faire passer la petite vidéo qu'on avait prévue. Oui. Marion, est-ce que tu sais le faire, s'il te plaît? Oui, je le fais maintenant, et juste après, on pourra commencer la conférence. Voilà, la vidéo charge. C'est une vidéo qui est une sorte de démo tutoriel assez rapide, mais ça vous donne une idée de l'image de l'ange.
Merci beaucoup. Mais du coup, téléchargez l'application. Je vais laisser le lien dans le chat. N'hésitez pas à télécharger. Je l'ai téléchargée, elle est excellente. Je pense vraiment qu'on peut tous tirer des bénéfices là-dedans en tant qu'étudiant. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Madame Wertz. Et comme dernière petite chose à mentionner, nous avons enfin créé notre site internet. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. Notre secrétaire général a passé beaucoup de nuits blanches dessus. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai tout dans le chat. Et sur le site internet, vous pouvez trouver directement un lien qui va vous emmener sur le site de Launch. Du coup, voilà. Je vais laisser Marion présenter la conférence. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc désormais, on va commencer la conférence. Je vais vite essayer d'activer les caméras de nos intervenantes. Voilà. Voilà, logiquement, pour les intervenantes, vous avez tout accès aux caméras et aux micros. N'hésitez pas à le faire savoir dans le chat si ça ne fonctionne pas. Parfait, bonsoir. Bonsoir. Donc, pour remettre un peu de contexte autour de la conférence s'insère dans la Saint-Louis for Women's Rights Week, qui a été organisée en collaboration par les cercles de l'Université Saint-Louis. Et en fait, au cours de cette semaine, donc, qui a commencé le 2 mars, différentes activités ont été proposées, telles que des vidéos, des lives Instagram, des photos sur les différentes pages du cercle, en y abordant différents thèmes touchant aux droits de la femme de façon générale. Donc, on a eu des thèmes tels que l'évolution de la femme dans le monde politique, l'hypersexualisation de la femme lesbienne, ainsi que la place de la femme dans le milieu gay. Et demain, il y a également une conférence sur l'écoféminisme, également à 19h. Donc, je vous invite vivement à aller revoir toutes ces activités qui sont toujours disponibles sur la page de l'événement. Comme ça, vous restez informés au quotidien, vu que le combat pour les droits de la femme, ce n'est pas qu'une semaine dans l'année, mais c'est un combat au quotidien. Ensuite, pour attaquer en fait directement le sujet de la conférence, cette conférence a été organisée un peu en 3 phases, on va dire, donc avec nos 3 intervenantes, et elle va nous permettre de comprendre un peu mieux le contexte général des féminicides. Donc, tout d'abord, on aura une présentation par Madame Yamina Zaza, qui nous parlera des violences conjugales qui sont très souvent et malheureusement présentes avant un acte meurtrier. Ensuite, nous aurons Madame Sylvie Losberg qui nous parlera des féminicides et de leur contexte socio-judiciaire. Et enfin, nous aurons Madame Diane Bernard qui nous expliquera le futur en fait du terme féminicide, principalement dans le droit belge et le code pénal plus particulièrement. Donc, je ferai une présentation un peu brève de chaque intervenante tout au long de la conférence. Et alors, pour déjà vous prévenir, nous aurons une session questions-réponses tout à la fin. Donc, le chat sera désactivé pendant la conférence, mais il y aura un temps prévu pour ça à la fin. Donc, je propose qu'on commence avec Madame Yamina Zaza. Vous avez accès logiquement au... vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez l'indiquer dans le chat? Mais logiquement, vous y avez accès. Ah, voilà. Bonsoir. Donc, je vais déjà commencer. Je vais vous présenter. Donc, vous êtes co-directrice au Centre de prévention des violences conjugales, donc le CPVCF, depuis 2005. À ce rôle de co-directrice s'ajoute un travail sur le terrain qui implique notamment l'organisation d'ateliers, d'entretiens individuels et aussi vous organisez l'hébergement pour protéger les femmes en danger. Donc, pourriez-vous un peu nous expliquer le contexte autour des violences conjugales? Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, voilà, donc je vais présenter ce qui précède un type de féminicide, en tout cas celui qui se fait celui qui se produit, qui s'opère dans la sphère privée
Et donc, ce qui précède souvent ce type de féminicide, ce sont les violences conjugales. Donc, comme vous le disiez, je travaille au centre de prévention des violences conjugales et familiales, où nous offrons à toute personne concernée par les violences conjugales un accueil, un accompagnement psychosocial, juridique aussi, mais aussi un hébergement pour les femmes qui se sentent en danger, donc pour elles et leurs enfants. Nous avons, depuis à peine 3 ans, augmenté notre capacité de lits. Nous sommes à 58 lits maintenant, ce qui est très peu par rapport aux demandes d'hébergement. Les femmes doivent s'inscrire dans une liste d'attente quand elles font une demande d'hébergement. Elles doivent attendre 2 à 3 mois, ce qui est vraiment énorme pour des femmes, surtout celles qui sont dans l'urgence de partir et qui se sentent en danger. Alors, avec le confinement, les maisons d'accueil se sont retrouvées saturées, elles l'étaient déjà avant. Et le gouvernement a anticipé cette fois-ci, il a très vite bien compris, il le savait déjà, que les violences allaient augmenter, qu'on allait se retrouver devant une catastrophe si n'était pas mis à disposition de ces femmes-là des structures d'accueil. Et donc, un hôtel de 58 lits a été réquisitionné, a été réquisitionné dès le début du confinement. Le 1er avril, on était déjà opérationnel et on a vu en 2 mois une augmentation de demandes d'hébergement de 253%. Donc les 2 premiers mois, en avril et mai, donc ce qui est énorme. Et nous avons, parmi ces demandes-là, dû sélectionner, on a mis des priorités par rapport aux situations les plus dangereuses. Donc notre équipe qui est pluridisciplinaire, qui est formée à une lecture d'analyse de la dangerosité qui s'appelle le modèle PDC, qui nous vient du Canada. Donc l'équipe a pu mettre en place cette grille de lecture pour pouvoir prioriser les demandes. Alors, c'est les faits de violence que nous avons remarqués pendant le confinement. Ce ne sont pas des nouveaux cas de violence. Les femmes toutes les 58 femmes qui sont arrivées et même toutes les femmes qui ont fait la demande pendant le confinement nous disent que les violences existaient déjà dans leur couple. Certaines vivaient ces violences depuis 25, 15, 10 ans, mais le confinement a exacerbé les violences qui étaient déjà là. Si avant, elles ont pu adopter des mécanismes de protection, pendant le confinement, ces femmes-là, et je dirais que ce sont les femmes les plus vulnérables, les femmes qui avaient déjà adopté auparavant des positions de subordination et qui pouvaient encore supporter les violences qu'elles vivaient, sachant qu'elles étaient dans une dépendance économique, très isolées. Par exemple, les femmes enceintes, les femmes qui ont des petits-enfants, les femmes qui porteuses d'un handicap, ce sont ces femmes-là que nous avons réussi et qui n'ont plus su se protéger pendant le confinement. Donc, si les violences conjugales touchent toutes les couches sociales, on peut vraiment voir que les groupes vulnérables ce sont ces femmes qui appartiennent à ces groupes vulnérables qu'on va retrouver dans nos structures d'hébergement et qui sont obligées la plupart du temps de quitter le domicile en laissant tout, en abandonnant tout. Par exemple, nous avons le cas de Béatrice qui est venue en nous disant moi c'était partir ou me suicider. Avant je respirais entre les crises. Ensuite, le commerce de son partenaire a fermé. Il s'énerve, je suis devenue sa chose sexuelle
et je commence à prendre des médicaments. Donc j'ai un petit peu peur elle dit elle sent qu'elle va vers une mort lente, vers un suicide. Ce sont vraiment les termes qu'elle utilise. Quand on lui demande pourquoi tu n'es pas parti avant, c'est un peu la question qu'on demande souvent aux victimes de violences conjugales, question récurrente. Elle nous explique comment du sentiment amoureux, elle a commencé le sentiment amoureux a glissé petit à petit vers la culpabilité, ensuite vers la peur, la honte, le doute. Comment il l'a maintenu petit à petit dans une dépendance économique. Il est devenu son employeur, il l'a engagé dans ses commerces et donc il a fait en sorte qu'elle n'ait pas ses droits. Et au moment où elle est partie pendant le deuxième confinement, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas droit ni aux allocations de chômage, ni même au CPS, puisque il avait mis la société à son nom et des biens à son nom. Donc, ce sont souvent qui sont dans des grandes dépendances et des fragilités. En tout cas, c'est le cas de Béatrice. Quand elle se décide de partir, tous les jours pendant son hébergement, elle est harcelée. C'est vraiment des vingtaines, trentaines, 50 messages vocaux où il insulte, où il la menace. Sa famille aussi se sent menacée et la pousse à revenir. Au fait, ce qu'elle nous explique par rapport à ce qu'elle a vécu, c'est vraiment le mécanisme d'emprise qui s'est installé petit à petit et insidieusement et qui a vraiment détruit ses capacités psychiques et ses capacités à réagir, qui l'a englué dans quelque chose, dans une situation dont elle ne parvenait plus à s'extraire. Et si en plus de ça, il va déployer des stratégies de contrôle, une dépendance économique, un isolement géographique, elle ne parvient plus à prendre finalement une décision et avoir un esprit critique pour pouvoir réaliser dans quoi elle se trouve. Donc voilà, l'emprise, c'est vraiment un mécanisme psychique qui est construit qui commence déjà avec le processus de domination conjugale qui va se mettre en place, qui va se maintenir à travers des cycles, des phases qui sont bien connues, que sont les tensions, les crises, les phases de justification d'un côté, de culpabilisation du côté de madame, et des phases de lune de miel, un cycle qui va se répéter pendant toute la durée du couple et qui va maintenir la personne sous contrôle et sous la peur. Nous avons aussi appris donc le cycle de la violence, c'est une lecture de la violence conjugale qui va maintenir la personne sous la coupe de l'auteur de violence conjugale. Mais nous pouvons aussi nous avons une autre grille de lecture qui est plus intéressante, qui s'appelle donc le processus de domination conjugale, qui nous parle d'une forme d'un type de violence qui est le terrorisme intime. L'auteur de violence va maintenir une volonté de contrôle. Il va prendre le contrôle sur la personne, non pas sur la situation comme dans les violences situationnelles où le partenaire peut perdre le contrôle et prendre et réagir face à une intensité d'émotion d'une manière agressive, et là c'est une volonté de contrôler la situation.
les violences instrumentales ou terrorisme intime, ce sont les types de violences que nous allons retrouver le plus au refuge. Donc, je disais que c'est celle où le partenaire a comme intention de maintenir la violence en adoptant des stratégies qui vont persister dans le temps, et ces stratégies vont avoir un impact sur la victime. En tout cas, la victime va finir par se soumettre à la domination de l'auteur. Elle va parfois adopter des mécanismes de protection, différentes sortes de mécanismes de protection pour pouvoir fonctionner avec cette violence, qui seront tantôt, je dirais, vont lui permettre de rester dans le couple et de se protéger par rapport au coup. Tantôt, ça peut être des prises de position qu'on appelle les prises de pouvoir, qui peuvent être très dangereuses parce que l'auteur de violence n'arrive plus à prendre le pouvoir, il ne connaît plus, il ne parvient plus à maîtriser l'autre, et il peut intensifier ces violences, et c'est souvent dans ces situations-là que le danger peut être plus sévère. Et donc cette analyse, cette grille de lecture nous permet, quand la femme fait une demande d'hébergement, de voir dans quelle dynamique de violence se situe la personne, et comment intervenir dans l'immédiateté. Voilà, c'est une grille de lecture qui est très intéressante, parce que elle tient aussi compte, elle tient compte de la position des deux antagonistes, des deux personnes qui sont donc l'auteur et la victime, comme étant tous les deux actifs dans la dynamique. Chaque fois que l'auteur tendra vers une stratégie, la victime va apprendre de cette stratégie, et elle apprendra comment adopter une protection. C'est ce qu'on appelle le co-apprentissage, donc dans ce processus de domination conjugale. Il faut aussi le voir, ce processus, comme étant un continuum de violence qui persiste dans le temps, qui commence souvent dès le début de la relation, et qui va durer dans le but donc de maintenir la personne sous sa domination. Donc ce qui est intéressant, je disais, c'est que il considère aussi le positionnement des réseaux. Comment se situent les réseaux proches, les réseaux des professionnels, les réseaux aussi qu'on appelle le réseau tertiaire, c'est-à-dire les lois, les politiques qui sont mises en place. Comment tous ces réseaux vont-ils valider ou ne pas valider la violence conjugale dans le couple ou dans la société, et ça entre en compte dans l'interaction, dans la dynamique qui se joue entre l'auteur et la violence. Ce processus de domination conjugale tient compte aussi de la socialisation qui existe avant que le couple se forme, comment il va se former, quel sera son rapport, l'auteur, son rapport au pouvoir, et la femme aussi son rapport au rapport de domination. Et donc il tient en compte des inégalités de genre des inégalités de genre qui se sont transmises, ou en tout cas qui ont été
qui ont été apprises par les personnes intéressées. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore du temps? Je pense. Vous pouvez encore rajouter quelques informations si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, alors c'est très important ce modèle, cette grille de lecture parce que ça nous permet vraiment d'adapter nos interventions, de pouvoir réagir et de sécuriser la personne qui est victime de violences conjugales. Je trouve malheureusement que au niveau du travail entre les institutions qui interviennent au niveau des violences conjugales, on est encore vraiment très loin de pouvoir adopter une stratégie efficace par rapport aux violences conjugales. Chaque institution travaille de son côté, alors que il existe des modèles et des bonnes pratiques dans certains pays, comme au Canada, comme en Espagne. Le modèle d'intervention intersectionnelle, par exemple, au Canada, qui tient où plusieurs institutions travaillent en cohérence et se consultent pour apporter le plus de sécurité possible à la victime. Voilà. Merci beaucoup pour cette approche psychologique et pratique au final à ces violences conjugales. Donc désormais, on va se diriger plus vers une approche du coup juridique et voir un peu le contexte juridique autour de ces violences et surtout du féminicide avec Madame Sylvie Losberg. Logiquement, vous pouvez activer votre micro et votre caméra. Ah. Ah, là, on a la caméra dans le mauvais sens, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on voit l'envers de votre bureau, oui, en fait. Donc, tout à l'heure, j'ai déjà réussi à le faire. Alors, j'espère que je vais arriver une fois de plus. Je ne sais pas exactement où je dois le faire. Alors. C'est peut-être dans les paramètres, je ne sais pas du tout. Ah oui, paramètres. Attendez. Alors, ici, caméra front. Voilà, on vous voit et on vous entend. Voilà. Donc, je vais... Il paraît qu'un bureau en désordre est signe de grande intelligence. D'accord. Voilà. Du coup, je vais brièvement vous présenter. Donc, vous dirigez le département études et stratégie du Centre d'action laïque. Vous vous êtes énormément battu également pour la dépénalisation de l'avortement. Vous avez également été présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Et d'ailleurs, le CFFB vient de sortir un guide sur les droits des femmes que j'ai moi-même consulté et que je vous encourage à consulter car il est extrêmement intéressant. Il me semble qu'on peut le retrouver sur le site, si je ne me trompe pas. Voilà, on pourra également vous mettre le PDF après la conférence. Et donc, je vous laisse désormais la parole et je vais mettre votre présentation. D'accord, merci Elsa. Et je suis ravie de me retrouver avec Yamina et Diane en votre compagnie, à vous toutes et tous qui assistez à ce webinaire. Donc, je suis toujours présidente du Conseil des femmes et c'est vrai que notre commission jeune vient de publier pour le mars un guide du droit des filles
mais qui est aussi à destination des garçons, et qui est important parce que, comme l'a dit Amina, souvent, on n'est pas au courant des droits, et en plus, le droit est assez lacunaire par rapport à la protection de l'intégrité physique et psychique des femmes. Je vais voir comment est-ce que j'active. Attendez, je peux faire comme ceci, par exemple? Oui. Oui, logiquement, Donc, vous pouvez naviguer. voilà, c'est très bien. Donc, je voulais déjà rebondir sur ce que Yamina a dit et insister sur la continuité des violences dans les parcours individuels, mais aussi une continuité dans la violence institutionnelle à l'égard des femmes dans l'histoire de notre pays. La question de la dépendance économique, de la destruction psychique, de l'impact du contexte social, politique et légale, je vais essayer de le mettre en évidence dans cette présentation. Je vais commencer par dire que, vous le voyez ici, en 1976 se tenait à Bruxelles le premier tribunal international contre les crimes envers les femmes, et que donc ça fait quand même maintenant des décennies que cette question occupe le champ de la réflexion féministe. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons des institutions qui ont suivi ce mouvement. Et Yamina parlait des refuges pour femmes. Vous voyez ici, dans la foulée de ce tribunal, a été créé en 1977 le premier refuge pour femmes belges à Bruxelles. Et malheureusement, aujourd'hui, on doit ouvrir davantage de refuges parce que la violence ne fait que croître. Nous avons, 10 ans après ce tribunal, pour la première fois, un secrétariat d'État à l'émancipation sociale. Donc, on ne parle pas de femmes, on parle d'égalité des chances avec une femme à la tête de ce secrétariat d'État. Et cette femme va faire la première étude nationale sur les violences envers les femmes. Et à ce moment-là, il y a une femme sur deux qui déclare avoir subi des actes de violence. Encore quelques années plus tard, on est face à la première déclaration de l'ONU qui veut éliminer les violences envers les femmes. Et donc, cette violence est déjà comprise comme étant physique, sexuelle et psychologique, qu'elle soit exercée au sein de la famille ou pas. Mais malheureusement, c'est une déclaration non contraignante. Et donc, ça reste finalement une prise de conscience sans réel impact, même si l'ONU va déterminer 5 types de violences envers les femmes: les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations sexuelles et les violences liées à l'exploitation des femmes, qu'elles soient économiques ou sexuelles. Et on l'a vu dans ce que Yamina a dit, l'exploitation économique des femmes, c'est pas que la prostitution, c'est aussi les lier par des contextes familiaux qui les empêchent d'avoir une autonomie et donc de prendre des décisions lorsqu'elles, par exemple, elles veulent partir. La question du viol est vraiment importante parce que la domination des femmes, elle passe par une domination plurielle, économique, une domination psychique. Ça, Yamina en a bien parlé, ça commence par la domination psychique, mais c'est aussi une domination sur le corps. Le viol n'est pas un acte sexuel en soi, c'est un acte de domination sur le corps des femmes. Et donc, la loi du 4 juillet 89 en Belgique élargit la définition du viol, qui est donc une pénétration non consentie par quelque moyen que ce soit, et le viol entre époux est poursuivi et condamné et constitue même une circonstance aggravante, ce qui est vraiment une révolution dans les mentalités. Les peines sont identiques pour les viols dans et hors mariage. Et nous arrivons à quelque chose de très important, parce que de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de domination conjugale? Il s'agit de s'attacher à quelqu'un et surtout qu'il ne s'en aille pas. La meilleure manière de s'en sortir d'un couple violent, toxique, c'est de divorcer. Et il a fallu attendre la loi du 30 juin 1994 pour que les conditions du divorce deviennent réellement égalitaires en Belgique. Donc vous voyez que ce n'est pas si loin. Ensuite, nous allons vers des années qui vont accélérer les législations, notamment celle de 97 qui vise à combattre la violence au sein du couple. Et c'est une loi très importante qui a été édictée par cette femme qui s'appelle Anne-Marie Lisin. Et c'est une loi très importante. Pourquoi ?
parce qu'elle va pour la première fois montrer qu'une violence physique au sein du couple, ça aggrave la situation. Alors qu'auparavant, on minimisait cette situation, c'est-à-dire qu'on disait c'est privé, c'est au sein des familles, on ne va pas aller ouvrir la porte pour voir ce qui se passe chez les gens. Hein. Alors qu'ici, on inverse la logique et vous voyez que le minimum de la peine sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté de 2 ans en réclusion. Mais bon, ça, je laisserai peut-être Diane, la juriste, nous expliquer mieux toutes ces questions purement pénales. Mais donc, ce qui est important, c'est que la loi Lisa s'applique aussi aux cohabitants et aux ex-partenaires. Et c'est clair que les violences, elles s'exacerbent au moment où la femme veut partir, au moment où elle dit « pour moi, fille, je veux aller ailleurs ». Et donc, on élargit aussi, à ce moment-là, les possibilités pour éloigner physiquement la victime de l'auteur, ce qui n'est pas toujours réclamé. Il y a toute une question vraiment qui a été débattue sur est-ce que la femme peut rester dans sa maison avec ses enfants ou bien est-ce qu'il faut l'éloigner. Et donc là, c'est vraiment les équipes, comme Yamina l'a dit, qui vont prendre en compte la situation de la femme. Est-ce que l'entourage, le quartier est soutenant ou au contraire, est-ce qu'elle se sentira mieux ailleurs? C'est vraiment des questions qui doivent être réglées au cas par cas, mais en tout cas, la loi essaye de mettre en place des garde-fous afin que les victimes soient quand même relativement protégées en cas de séparation. Après la loi Lisa, il y a une procédure pénale qui est améliorée, notamment en cas de violence sexuelle ou en cas de violence physique, en matière d'examen corporel. Auparavant, c'était une double torture. Hein. Les femmes qui allaient se plaindre pour une agression sexuelle, elles étaient soumises à des intrusions qui menaçaient l'intégrité physique. On avance encore en 98 avec l'incrimination du harcèlement. Et vous voyez qu'en 2 ans, on double quasiment les procès-verbaux, mais qu'il n'y a que 1,5% de procès-verbaux pour harcèlement sexuel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand il y a une incrimination, il y a la possibilité de mieux déclarer les faits, mais il faut que les mentalités accompagnent la législation. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a en Belgique. J'en parlerai tout à l'heure. Vous avez la loi de 2003 qui attribue le logement familial au conjoint ou au cohabitant légal qui est victime d'actes de violence de la part de son partenaire. Et depuis 1989, des 7 d'agressions sexuelles à destination des magistrats. C'est très important parce que c'est encore utilisé aujourd'hui. Ça leur permet d'avoir une méthode pour prendre en compte les agressions sexuelles qui sont majoritairement à destination des femmes. Alors en 2006, on a une nouvelle définition des violences dans le couple dans une circulaire commune du ministère de la Justice et du Collège des procureurs généraux qui dit donc toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou cohabitants ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable est définie comme une violence dans le couple. Donc on élargit finalement la définition. Mais cela dit, ça ce sont les législations. Comment finalement est-ce que ça se traduit sur le terrain? Yamina l'a dit, les actes de violence entre partenaires, elles peuvent être verbales et psychiques. Vous avez ici le catalogue quelque part de ce type de violence que l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a édicté il y a une dizaine d'années. Et injures, contrôle, limitation des contacts, donc isolement, intimidation, maltraitance, les violences économiques, les violences physiques évidemment, et les violences sexuelles. Mais quand on fait la liste des violences par ex-partenaire, on voit qu'il y a toute une série de violences qui ne sont plus prises en compte. Donc par exemple, tentative de limitation des contacts parce que normalement ils ne sont plus ensemble, spoliation des revenus, c'est pas toujours vrai. Et ce qui est ajouté, c'est avoir été suivi, harcèlement, menace de mort. Et ça, c'est vraiment très important parce que qu'est-ce qu'on voit? C'est que effectivement, dans le cas
d'une séparation, et j'en viens à la question du féminicide, c'est souvent à ce moment-là que la violence s'exerce jusqu'à tuer la femme qui ne veut pas revenir. Et c'est pourquoi, Yamina l'a dit dans l'exemple de Béatrice, qui reçoit des dizaines de messages par jour, qui sont des messages menaçants, mais qui veulent aussi intimider la femme afin qu'elle revienne finalement dans le contexte de domination. Alors les chiffres, d'abord ce sont des chiffres qui ne sont pas officiels puisqu'on a peu d'informations vraiment très précises en Belgique. C'est d'ailleurs une recommandation du Conseil des femmes et de toutes les associations féministes, mais 36% des femmes a subi une forme de violence physique ou sexuelle depuis qu'elle a eu 15 ans. 14%, alors qu'il n'y a que 12% en Europe, des femmes belges rapportent avoir fait l'objet d'une forme d'abus ou d'incident sexuel avant l'âge de 15 ans. Et en Belgique, de nouveau, le ranking belge est plus élevé que le ranking que la moyenne européenne. 60% des femmes qui vivent en Belgique disent avoir subi du harcèlement sexuel depuis qu'elles ont 15 ans, contre 60% pour la moyenne européenne. Les violences, vous voyez ici les chiffres, 33 féminicides en 2018, 24 en 2019, 24 en 2020, on est déjà à 7 féminicides en 2021. En clair, on déclare, on signale une femme tuée tous les 15 jours en Belgique, dans notre pays. Et ce n'est que les femmes qui sont signalées. C'est celles que l'on retrouve tuées, mais toutes celles qui sont soi-disant suicidées ou qui meurent après de nombreux actes de violence et qui sont finalement victimes au long cours, je dirais, de ces violences, mais c'est un meurtre à long terme, toutes celles-là, elles passent sous les radars, et il y en a beaucoup dont on ne saura jamais qu'elles ont été tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon, parce que personne ne s'en soucie, ou que, en fait, il reste un tabou sur cette question. Donc, vous voyez les chiffres ici. Sur la question du continuum des violences, je vais insister sur ce que Yamina a dit. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que des femmes se retrouvent dans une situation où elles sont menacées de mort? Eh bien, ce n'est pas un phénomène qui arrive soudainement. Souvent, l'a dit Yamina, c'est depuis le début de la relation. Parce qu'il y a un climat, il y a un contexte social, politique, législatif, qui minimise l'infériorisation des femmes dans la société. C'est ce qu'on appelle le sexisme structurel. Et quand vous voyez le nombre de dossiers qui sont enregistrés par les parquets chaque année, donc ce sont les faits qui sont déclarés, 40 000 dossiers par an, et on sait que ça représente un cas sur 6. Si vous faites le compte, on a le vertige de se dire qu'en Belgique, il y a à peu près 250 000 faits de violence par an envers des femmes par quelqu'un qui les connaît. On ne parle pas d'un inconnu qui tout à coup s'en prendrait à une femme dans la rue. Et donc, on peut se dire qu'on est quand même face à un fléau qui est généralisé. Et voilà encore des chiffres. Et si l'ONU a, en 1993, déclaré qu'il fallait éliminer les violences envers les femmes, ce qui a donné lieu à la journée du 25 novembre, on est quand même en Belgique dans une situation où ça fait même pas 10 ans qu'on a ratifié la Convention d'Istanbul, qui est quand même le premier texte contraignant en la matière, qui veut un cadre juridique complet pour prévenir la violence, pour protéger les victimes, pour poursuivre les auteurs. Et la Belgique ne met réellement en œuvre qu'à peine 30% de cette Convention d'Istanbul, qui recommande 4 types d'actions. Politique intégrée, ça veut dire qu'à tous les niveaux de décision, il faut que cette question, qui est un fléau généralisé, comme je viens de le dire, soit prise en compte, que les politiques soient concertées afin
d'éradiquer ce problème qui touche tout le monde. Ça ne touche pas que les femmes, ça touche les proches des femmes, les enfants des femmes, les amis des femmes, les employeurs des femmes, les collègues des femmes. Donc la société subit, sans vouloir réellement en prendre la mesure, l'impact de ces violences envers les femmes. Donc il faut évidemment prévenir, ce qu'on ne fait pas. En Belgique, quand on nous dit qu'on fait de la prévention, on nous dit qu'on a ouvert des lignes d'écoute conjugale pour les violences 24 heures sur 24. Ça, ce n'est pas de la prévention, hein, parce que ça veut dire que les violences sont déjà là. Donc il faut au contraire travailler en amont, et ça, on ne le fait pas. Il faut évidemment protéger et soutenir, et puis il faut poursuivre les auteurs, et ça, je vais vous montrer, si j'ai encore quelques minutes, que ce n'est pas très fréquent, hein. Voilà l'obligation des 4 P dont je viens de parler. On a des plans d'action qui ne sont pas évalués en Belgique, qui ne sont pas très financés non plus. On a des améliorations au niveau législatif, mais il faut reconnaître qu'en fait, quand vous regardez ici le classement sans suite ou l'absence de décision, c'est dans 65 à 70% des cas où la femme a porté plainte. Et donc, tous les autres cas, ça passe aussi vraiment à l'as. Et la réponse pénale, je ne dis pas qu'il faut enfermer tout le monde, mais en tout cas, s'il n'y a pas de réponse pénale, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de sanction et que la société le tolère. Et c'est ça qui ne va pas, parce qu'au fond, le message qu'on envoie aux femmes, c'est que finalement, ce n'est pas si grave que ça. Et d'ailleurs, on l'a vu en 2015, le ministre de l'Intérieur a déclaré tout à coup que la violence conjugale ne serait plus considérée comme une priorité dans le plan de sécurité. Alors évidemment, heureusement, il y a une réaction de la société civile. Il faut souligner le travail des centres comme celui de Yamina et beaucoup de travail des associations comme Femmes & Law qui va parler juste après moi. Et évidemment, le Conseil des femmes, toutes les associations féministes qui font le boulot, hein. Parce que si nous, on n'est pas là, on voit bien, en 2015, le ministre a dit, ouais, finalement, on ne va plus en faire une priorité. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est quel message, quel signal qu'on donne finalement aux femmes, et je souligne à leurs enfants, parce que les enfants sont aux premières loges de cette violence, et donc sont à risque d'être eux-mêmes victimes ou auteurs de violences ensuite. Et puis, regardez, 2014-2017, il n'y a que 22% des zones de police wallonne, 16% à Bruxelles, il y en a plus en Flandre, qui ont repris les violences intrafamiliales comme une priorité dans leur point d'attention. Donc je vais terminer avec quelques éléments qui sont évidents. Hein. C'est qu'en fait, la réponse, elle est inadéquate. Hein. Les policiers ne sont pas suffisamment formés, les magistrats, on a vu encore il y a pas longtemps, la semaine passée, 2 types qui ont violé une fille après l'avoir droguée dans un café à Gand en 2018. Ils ont diffusé la vidéo du viol sur les réseaux sociaux. Ils sont sortis du tribunal avec 12 et 20 mois de prison avec sursis. Ils sont sortis libres. Alors, ça veut dire quoi en fait? On compte 100 viols par jour en Belgique de manière, je dirais, un peu statistique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de chiffres. Il faut que la Belgique fasse le boulot sur le plan de ses obligations internationales. Vous voyez, au niveau policier, au niveau judiciaire, il faut des statistiques fiables relatives aux victimes. Il faut évaluer les... Parce que la violence envers les femmes, évidemment, ça concerne les femmes, mais ça concerne la société dans son ensemble. Rien que dans le monde du travail, on estime que l'impact sur la productivité des violences envers les femmes coûte 288 millions d'euros par an au monde du travail. Alors, si on n'arrive pas à convaincre que c'est une question d'éthique, au fond, eh bien, il faut utiliser l'arme financière et dire, ça coûte autant, eh bien, cet argent, il faut l'investir en amont. Il y a un travail qui est fait sur les mentalités, notamment par rapport au traitement médiatique des violences envers les femmes, parce que, bon, avant, on disait un fait divers, un drame conjugal. Non, quand on tue une femme, c'est un féminicide. Quand on frappe une femme, c'est pas un drame conjugal, c'est de la violence envers une personne. Nous avons les centres de prise en charge des violences sexuelles, il y en a 3. Vous avez entendu que pour le 8 mars, il y en aura bientôt 6 et bientôt 10. Ça, c'est très important parce que là, les filles peuvent aller une seule fois et que tout va être pris en charge et qu'elles ne vont pas devoir répéter 40 fois tout ce qui leur est arrivé. Et puis, le fait d'être bien accueillies, ça les incite à porter plainte parce que ce n'est pas elles qui doivent tout prendre sur leur dos.
Et on voit très clairement qu'il y a une inversion. Donc, avant ces centres de prise en charge, les filles qui sont agressées sexuellement, par exemple, eh bien, c'est 1 sur 6 qui portent plainte. Mais quand elles sont bien accompagnées, c'est 70% qui portent plainte. Donc, pour la question des violences conjugales et intrafamiliales, il faut avoir vraiment des moyens pour que les filles et les femmes puissent être accompagnées. Et Yamina ne me le dira pas, il n'y a pas suffisamment de moyens. On se repose sur le monde associatif. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'évaluer ce coût de violence faite aux femmes et de l'investir en amont pour éradiquer ce fléau. On veut qu'on crée un centre autonome avec les personnes qui travaillent sur le terrain. Yamina l'a dit, on évolue dans les protocoles, on comprend mieux comment ça marche et il faut travailler avec aussi ceux qui accompagnent les auteurs. Il faut financer des formations obligatoires régulières dans le monde de la police, dans le monde de la justice, mais aussi les assistants sociaux. Moi, je travaille en centre de planning, il n'y a personne qui est spécialisé ou formé à la violence et pourtant, il la voit, la violence. Augmenter les nombres de places d'hébergement, etc. Et puis, alors, je vous recommande ici nos petites capsules sur les féminicides. Et je vais terminer là-dessus. Ce sont des capsules qui ne parlent pas de la façon dont on a tué la femme, parce que ça, dans les journaux, c'est ce qu'on voit. Il l'a étranglée, il l'a jetée dans la rivière. Nous, ce qu'on veut, bon, ça ne démarre pas, mais je suppose que vous pourrez le voir sur notre site. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que ces femmes, elles ont une vie. Elles ont une vie, elles apportent des choses à la société. Et c'est ça qu'on a tué. En fait, on a tué quelqu'un qui avait une histoire. Ce n'est pas un gars qui a tué sa femme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je crois qu'il faut rendre de la place à ces femmes pour qu'on change notre façon d'envisager ces crimes de féminicide qui sont l'aboutissement d'un continuum de violence. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on remarque vraiment que le juridique ne suffit pas. Il faut un réel changement dans la société, un réel changement au niveau pratique. Ce qui nous amène un peu à notre dernière phase à propos du futur, au final, du terme féminicide que Madame Diane Bernard va nous présenter et va tenter de répondre à cette question. Et donc, Madame Diane Bernard, vous êtes actuellement professeure à l'Université Saint-Louis. Vous êtes juriste et philosophe. Vous êtes également membre de l'association Fem & Law, qui est une association ayant pour objet de mettre le droit au service des femmes et le féminisme en action dans le droit. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, vos recherches s'inscrivent dans le courant des approches féministes du droit. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, vous pouvez logiquement activer... Ah. Ah, voilà. Voilà, logiquement, vous pouvez activer la caméra. Parfait. Voilà, en principe, ça devrait fonctionner. J'étais un petit peu perturbée, mais merci à Elsa, merci de cette invitation, merci surtout d'avoir convié et convaincu de nous rejoindre des intervenantes aussi compétentes que Yamina Zaza et Sylvie Losberg, que j'ai déjà eu la chance d'entendre plusieurs fois et même de rencontrer. Honnêtement, j'ai pas énormément de choses à rajouter, d'autant plus que si c'est un débat, vous avez visiblement 3 intervenantes qui, même si nous partons chacune de points de vue différents, nous sommes complètement d'accord. Avec sans doute des expériences, des expertises, des sensibilités qui peuvent varier, bien sûr. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on parle des droits des femmes et de la situation des femmes. On n'est pas toutes les mêmes, mais néanmoins, c'est vrai que là, je n'aurais pas grand-chose à ajouter, d'autant plus, je ne vous le cache pas, que la question que vous m'avez adressée, qui était finalement assez large, c'était « mais quid après le féminicide ?» Et là, on a un peu envie d'être cynique et de dire après le féminicide... plus grand chose qui se passe par définition, c'est trop tard.
Et donc là, je vais rejoindre évidemment ce que Sylvie vient de dire. Le problème que moi je vois dans le débat actuel, l'un des problèmes que je vois dans le débat actuel sur le féminicide, c'est qu'on s'intéresse à un moment qui est déjà extrêmement tardif. Yamina Zaza l'a montré, l'a même démontré, Sylvie également. Au moment où on en arrive au meurtre ou à l'assassinat, bien entendu, on arrive trop tard, d'autant plus que toutes les études, alors il y en a pas beaucoup, les chiffres sont insuffisants, les moyens n'existent quasiment pas pour établir ces chiffres, mais toutes les études le montrent. En principe, quand on arrive à un moment où une femme est tuée, ou quelqu'un, donc ou un homme généralement tue une femme, en fait, il y a déjà eu auparavant des violences, parfois des plaintes. C'est pas toujours facile de porter plainte contre un proche, surtout si on est sous emprise, mais parfois l'entourage le savait aussi. Et donc, si la protection, si l'encadrement, si l'accompagnement était suffisant, sans doute qu'on n'en serait pas arrivé là. Et c'est là qu'il y a une responsabilité publique. Mais donc, je vais simplement dire quelques éléments. Ça sera peut-être un petit peu redondant. Je serai brève, mais comme ça, on aura du temps pour discuter. Alors après se pose évidemment la question de la sanction, et donc ça, Sylvie l'a évoqué. Oui, alors la prison, pourquoi pas. Il faut l'entendre pour des femmes victimes de violences. Parfois, c'est la seule configuration dans laquelle elles se sentent en sécurité, parce que les obligations de se maintenir à distance, de ne pas se rendre dans le domicile conjugal, etc., elles sont pas toujours respectées. C'est pas la priorité nécessairement des forces de l'ordre. Et puis, ça n'empêche pas que quand on a vécu dans un lieu avec quelqu'un qui était violent, dans une relation, de domination, etc., c'est vraiment très, très difficile. Et donc, le pénal, parfois, oui, la prison, parfois, mais c'est parce que on n'a rien de mieux. Et donc, c'est vrai qu'on observe quand même, et l'étude de l'INCC que Sylvie Losberg a évoquée le démontre de façon tout à fait incontestable, me semble-t-il, c'est que ce qui est apporté ou ce qui est proposé à côté des sanctions de privation de liberté, par exemple les formations avec une ASBL qui s'appelle Praxis, qui accompagne les auteurs de violences, ça donne des résultats vraiment extrêmement intéressants, beaucoup moins de récidives que les peines de prison. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens pour travailler à la prévention. Enfin, on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on décide de pas les mettre, faut quand même pas rêver non plus, mais donc on décide de pas les mettre, et donc faute de mieux, c'est la prison. Et donc, même pour vous qui étudiez à Saint-Louis, qui savez peut-être que pas mal de pénalistes sont quand même très, très sceptiques par rapport au carcéral, sont même peut-être des petites tendances abolitionnistes. Moi, j'ai des petites tendances abolitionnistes du pénal et du carcéral. C'est évident, mais ça, c'est l'horizon, c'est le principe. Et donc, en tant que féministe, on peut même penser que la prison, c'est contraire à ce à quoi on aspire. C'est une logique de domination des corps extrêmement masculiniste, extrêmement violente, qui est criminogène au possible, etc. Mais en attendant, il faut se donner les moyens d'inventer autre chose. Et pour le moment, c'est pas le cas. Alors, pourquoi pas la peine de prison? C'est vrai. Mais si on s'arrête à ça, c'est extrêmement, extrêmement pleutre, c'est extrêmement pauvre, et puis c'est extrêmement bête, même d'un point de vue financier, puisque ça coûte cher à la société, ça ne change absolument rien. Et donc oui, ça change quelque chose, c'est que temporairement, une femme n'aura plus peur de se faire agresser tout de suite, là maintenant, par l'homme qui lui impose, qui lui fait subir des violences. Mais c'est quand même très court. C'est crucial, mais c'est très court. Donc voilà, un mot sur cette question de la sanction. Aujourd'hui, on observe que c'est visiblement la seule voie par laquelle, vaille que vaille, et très rarement, Sylvie Losberg l'a montré, on montre une réprobation face à ce type de comportement. Et là, je parle des violences. Et ça peut avoir l'avantage que les femmes se sentent protégées, temporairement. Mais bien entendu, dans le cas d'un féminicide, c'est plus ça qu'on poursuit, parce que, sauf récidive, mais il y a évidemment déjà eu un décès. Alors, je voulais aussi redire un mot sur ce qu'on entend par violence. Sylvie l'a évoqué tout à l'heure. Donc, et en fait, Yamina Zaza l'a aussi dit. Donc, quand on parle de violence, on a tendance tout de suite à penser féminicide, à penser viol aussi, violence physique, violence sexuelle. Mais non seulement dans le vécu dont témoignent les victimes, mais aussi en droit, les violences sont beaucoup plus largement définies. Et donc, quand on lit la Convention d'Istanbul, on voit que les violences envers les femmes, ça inclut bien sûr la dimension physique et sexuelle, mais également la dimension psychologique, la dimension économique. Et donc ça, c'était quand même présent, me semble-t-il, dans ce que Yamina Zaza a dit. Et donc là, il y a quand même une invitation aussi à nous, je trouve, comme citoyennes et comme citoyens, faute pour le moment de pouvoir toujours compter sur les autorités. Bien sûr, on va continuer à les interpeller, à essayer de faire évoluer les choses, mais à être très vigilante et très vigilant. Et ça commence par le copain de la pote qui est un peu oppressant.
Ça commence par des petites choses comme ça, par une amie dont on voit qu'elle perd un peu contact avec les autres au fond, qu'elle a l'air de s'isoler. Et donc là, je trouve qu'il y a une invitation aussi à la vigilance. Alors, c'est pas pour ça qu'on doit être responsable non plus, qu'on doit le porter seul. Il y a des structures d'appui, mais qu'on entende que la violence, elle commence là et que les phénomènes d'emprise, ça commence parfois dans une histoire d'amour qui paraît en fait très belle et dans laquelle sans doute les deux personnes concernées croient, enfin en tout cas sont impliquées sincèrement. Un mot également, et ça c'est très important sur ce que Sylvie et Yamina ont dit, c'est que donc quand on dit que les violences envers les femmes c'est un phénomène de société, ou c'est quelque chose de global, ou c'est quelque chose de structurel, qu'est-ce qu'on dit là? Alors bien sûr, on dit quelque chose que les féministes disent depuis des décennies. Les féministes, depuis des décennies, disent que ces violences, comme d'autres facteurs, montrent quoi? Montrent que les hommes occupent dans la société une place supérieure à celle des femmes. C'est ce que les féministes disent, mais maintenant, c'est plus seulement un discours militant, c'est aussi un discours juridique. Donc, quand on lit la Convention d'Istanbul, ce traité, qui est contraignant, puisque la Belgique l'a ratifié, qui est mobilisé de plus en plus dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Quand on lit ce traité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Les violences envers les femmes sont le marqueur d'une société dans laquelle les femmes occupent une position subalterne à l'égard des hommes. » Autrement dit, quand on en arrive au coup, quand on en arrive au féminicide, on est à la trace sanglante d'un phénomène qui est le même, bien plus sanglant, d'accord, mais néanmoins, que la main en fesses dans le bus, en plus c'est pas très Covid-friendly, mais soit, que l'insulte sexiste, que l'écart salarial, que la discrimination à l'embauche, que la blague sexiste, etc., etc. Donc tout ça, c'est le même phénomène. Alors on peut dire, mais moi je ne vis pas les choses de la même façon, etc. Ok, peut-être que subjectivement on ne vit pas ça comme ça. Il n'en demeure pas moins que c'est démontré. C'est démontré scientifiquement et c'est acté dans le droit maintenant. Donc c'est un élément juridique qui a été par ailleurs confirmé à de multiples reprises, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est vraiment important à entendre là, c'est que deux choses. C'est que d'une part, ça en appelle évidemment une réaction politique, mais d'autre part, ça n'est pas seulement par le droit pénal, c'est-à-dire pour répondre à ces violences-là, qu'on va pouvoir régler ce problème. Puisque les violences, c'est le marqueur sanglant de ce phénomène-là. Et ce que je vous dis là, ça se démontre en droit, c'est-à-dire que l'inégalité entre les hommes et les femmes, alors bien sûr, on n'en est plus en 1988 où le viol conjugal n'est en fait pas une infraction, on n'en est plus en 1974 quand les femmes mariées n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Donc ça veut dire quoi jusque-là? Vous travaillez, votre salaire il était versé sur le compte de votre mari. Donc on n'en est plus dans des discriminations directes comme ça, aussi flagrantes, mais on conserve dans le droit énormément de dispositions qui, de façon indirecte, vont avoir un effet discriminant par rapport aux femmes ou vont les maintenir dans une situation qui ne leur permet pas en fait d'accéder à l'égalité avec, par exemple, leur conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'homme qui, à un moment, passe à la violence, il passe à l'acte, il fait quoi? Il passe à l'acte, il marque en acte le fait qu'il entend être un acteur dominant de la société, un acteur plus important dans la société que la femme avec qui il vit. Et donc, ce que je vous dis là, peut-être que lui ne le vit pas comme ça, peut-être que vous direz, mais moi je ne le ressens pas comme ça, c'est ce que le droit dit. Le droit ne dit plus, c'est monsieur qui s'est un peu énervé, c'est un drame conjugal, comme on lit souvent dans la presse, c'est un drame passionnel, monsieur avait bu un coup, ou je ne sais pas très bien quoi, madame avait été provocante, etc., etc. Non, c'est un phénomène ponctuel d'une situation structurelle. Et ce mot structurel, il apparaît dans la Convention d'Istanbul. Et donc là, il y a quelque chose de vraiment important à garder en tête et qui doit, je pense, nous inviter à donc interroger peut-être nos pratiques au quotidien, nos biais, nos stéréotypes, parce que voilà, toutes et tous, on évolue dans cette société où les hommes et les femmes n'ont pas la même position. Interroger ou rester vigilants et vigilantes par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et puis également inviter les autorités, notamment politiques, à prendre des décisions qui soient transversales. Et pour revenir donc à la question avenir du féminicide, alors le terme, c'est un terme sociologique à la base. Que deviendra-t-il en droit? Je n'en sais ma foi rien. Mais si il devient simplement une ligne de plus dans le code pénal, moi, honnêtement, je suis pas contre, mais ça m'intéresse pas tellement. C'est-à-dire que si on n'a pas donné des moyens
aux structures comme celle que dirige Yamina Zaza, ben, oui, ok, ça sera une infraction bien spécifique. En fait, aujourd'hui, le meurtre et l'assassinat, c'est déjà interdit, éventuellement avec une circonstance aggravante, bon, d'accord, mais fondamentalement, on n'aura rien changé. Et donc, c'est pas très courageux comme proposition. Alors, je pense que c'est pétri de bonnes intentions. Je trouve très très bien qu'on nomme le phénomène et qu'on le spécifie, parce que c'est quelque chose de particulier. Donc, je suis d'accord avec cette nouvelle infraction, si elle est envisagée, je pense qu'elle l'est, mais c'est un peu comme le bracelet anti-rapprochement ou les téléphones d'urgence. Ça peut être utile si on accompagne ça de toute une série d'autres choses. Et alors on dit souvent, regardez en Espagne, inspiré par les pays, certains pays d'Amérique du Sud qui sont parfois très progressistes par rapport à ça aussi, parce que la situation en effet est aussi très grave là-bas. Mais donc on dit l'Espagne c'est formidable, oui, non, mais l'Espagne ils ont aussi quoi? Ils ont fait quoi? Eh ben, des formations spécifiques pour les professionnels, de la police aux juges, des juridictions spécialisées, un accès au logement, un accompagnement psychosocial, un accompagnement juridique. C'est pas encore parfait, mais il y avait l'ambition de faire quelque chose de transversal. Et donc aujourd'hui, nous en Belgique, ce qu'on constate et ce qu'on entend très régulièrement chez Femenlo, c'est que c'est très difficile pour les femmes d'accéder à la justice. Alors, a fortiori, celles qui n'ont pas de moyens, au vu des critères d'accès à l'aide juridique, pour peu qu'elles soient en ménage avec quelqu'un, c'est très compliqué. C'est très compliqué de porter plainte, parce que quand c'est des proches, c'est compliqué, mais aussi parce que quand on le fait, non seulement on n'est pas toujours bien reçu, maintenant ça s'améliore, hein, il y a des choses qui sont bien, mais bon, ça reste quand même pas tout à fait général, et puis très souvent c'est classé sans suite. Dans beaucoup d'arrondissements judiciaires, les violences conjugales sont automatiquement classées sans suite, sauf s'il y a incapacité de travail de plusieurs jours. Ça veut dire violence physique quand même assez importante, ça veut dire qu'on oublie nos obligations internationales et la définition des violences qui s'imposent normalement en Belgique. Et donc c'est difficile de porter plainte, c'est difficile d'avoir accès à la justice, c'est difficile même d'avoir parfois simplement une alternative au logement. Et donc si vous parlez aux associations de terrain des personnes qui arrivent simplement pour un logement, même pas dans une structure spécialisée comme Yamina Zaza, je pense par exemple à Lilo, à Bruxelles, qui fait un très chouette travail, qu'est-ce qu'elles vont vous dire les personnes qui travaillent là? Elles disent, les femmes qui arrivent, surtout les femmes avec enfants, le SAMU social, 2 jours ça va, 3 jours ça va, la structure temporaire ça va un peu, on peut trouver quelque chose et puis on rentre. On n'a pas le choix. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut punir très très fort les auteurs de féminicides? Ou est-ce qu'on veut proposer aux femmes victimes de violences, qui sont encore vivantes aussi, quelque chose comme une solution? Une solution qui inclut leurs véritables besoins. Et je finirai là-dessus. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de ne pas avoir une position de surplomb, c'est-à-dire partir vraiment du vécu des femmes et des relais des associations de terrain comme celle de Yamina Zaza et peut-être aussi comme celle du Conseil des femmes ou même Femenlo, mais vraiment des personnes qui peuvent dire ce dont les femmes ont besoin, ce qui se passe. Et donc, s'interroger, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles soient préservées de ces violences et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ces violences aient encore lieu. Et là, on va ressortir le mantra habituel de la sensibilisation, de l'éducation, des EVRAS, etc., etc. Mais donc, je crois que c'est très important pour faire le lien avec votre question de ne pas penser seulement à l'après, mais de penser à l'avant, donc de savoir d'où on vient avec cette évolution que Sylvie Losberg nous a résumée tout à l'heure. C'est sa petite tendance historienne qui remonte. Mais donc de savoir d'où on vient et donc de savoir aussi qu'il y a eu des progrès, de décider d'où on veut aller, ça c'est l'après, mais aussi de vraiment partir du terrain, quoi, de ne pas essayer d'imaginer des choses. Le droit pénal, c'est bien, mais ça n'y suffit pas. Voilà, c'était un petit peu confus. J'espère que ça aura répondu à votre question. Et je remercie en tout cas, je vous remercie de votre invitation et je remercie Yamina Zaza et Sylvie Losberg qui en plus avaient fait des beaux papiers, des trucs structurés et même un PowerPoint. Mais voilà, il y a des gens plus préparés que les autres. Je vous remercie tout également. Et j'ai un retour. Bon, ça va. Et vous avez totalement répondu à la question. Et d'ailleurs, on a bien pris note aussi de toutes les associations et tous les centres qui ont été nommés et on le partagera également dans un post pour que toutes les personnes qui regardent puissent aller soutenir ou ne fût-ce que prendre connaissance justement de toutes ces associations qui existent. J'ai activé le chat pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà. Logiquement, dites-moi si jamais vous n'avez pas accès au chat
Alors, c'est difficile une de voir question pourquoi. de statut, mais moi, je vois que le chat a été activé, mais par contre, je ne pourrais pas poser de questions dessus. Donc, je ne sais pas si c'est normal. Ah, logiquement là, les personnes qui nous regardent peuvent écrire. D'accord. Je vais vite vérifier. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Ah, si, Sylvie a pu Voilà. quelque chose. Voilà. C'était de nouveau dans les paramètres. Il y avait toujours quelque chose à changer. On a plusieurs questions qui arrivent. Il y a également s'il y a des personnes également qui nous regardent sur le live Facebook, vous pouvez toujours indiquer dans les commentaires Facebook et on va essayer peut-être de grouper les questions. Ou alors vous pouvez rejoindre le Click Meeting, il y a toujours de la place. Alors, il y a une question sur le nombre de viols. Je pense que c'est une question pour Sylvie. Moi, j'aurais aussi quelque chose à y répondre, mais Sylvie, si tu veux y aller. Alors, donc, c'est le chiffre avancé par l'ex-secrétaire d'État à l'égalité Elke Sleurs, qui avait fait une campagne hashtag 100 par jour. Donc, c'était l'évaluation du nombre de viols par jour en Belgique. Et alors moi, je veux bien compléter, peut-être Yamina aussi veut dire quelque chose. Donc les chiffres sur lesquels vous pouvez compter, c'est aussi les chiffres du SPF, hein, donc c'est les sites de la police en fait, vous les trouvez en ligne, ils sont publiés. C'est assez facile si vous partez même d'un moteur de recherche. Par contre, il faut toujours rester assez prudent par rapport à ces chiffres, je pense, parce que ce qui semble se dégager de l'ensemble des études, c'est que vous connaissez peut-être le concept de chiffre noir de la criminalité, donc c'est l'ensemble des infractions qui ne sont en fait pas déclarées. Et il semblerait que pour les violences sexuelles en particulier, toutes victimes confondues, et pour les violences subies par les femmes, eh bien le chiffre noir soit particulièrement important. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de porter plainte pour ce type d'infraction. Voilà. Et donc le chiffre par jour, c'est évidemment une moyenne sur l'ensemble de l'année. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Diane, parce que en tant que psychanalyste, je travaille depuis plus de 20 ans et je peux vous dire que les femmes que je rencontre, qui viennent me voir, ont toutes quasiment, je dirais 9 sur 10, subi une agression sexuelle d'importance diverse. Et que pour que lorsque les conséquences se manifestent encore fois 10 ou 20 ans plus tard dans la vie de ces femmes, pour qu'elles portent plainte, il faut un long travail. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de conscientisation, parce que très souvent, les femmes n'arrivent pas à s'identifier à une victime de viol. Oui, c'est le cas si quelqu'un vous viole dans la rue en vous agressant dans un coin sombre. Mais ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans une situation avec quelqu'un que vous avez rencontré, à qui vous avez fait confiance. Et à ce moment-là, les femmes ont l'impression qu'elles sont, au fond, coupables de ce qui leur est arrivé. Et c'est très difficile à ce moment-là d'inverser ce processus de culpabilité pour ramener la faute sur l'agresseur. Merci beaucoup. La prochaine question, du coup, est déjà affichée. Donc, merci beaucoup pour vos excellentes interventions. J'aimerais vous demander si vous pensiez que plus les temps changent, plus cette mentalité de domination au sein du couple s'efface ou pas vraiment. Et ça rejoint notamment d'autres questions mais qui demandent aussi par rapport si c'est pas un travail qui va se faire dans le temps avec un changement justement de génération.
Peut-être que ce qu'on peut, et je parle sous le contrôle de Yamina et de Sylvie, notamment parce que le Conseil des femmes a fait beaucoup de recherches là-dessus, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup des violences envers les femmes dans les médias, il y a eu tous les hashtags, etc., les mouvements, ça c'est vraiment très important. Je trouve que ce n'est pas encore tout à fait suivi des faits. Notamment du côté judiciaire. Et puis, ce qu'on observe comme très souvent dans les mouvements progressistes et surtout féministes, c'est quand même un backlash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc backlash, c'est vraiment le retour de manivelle, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai la sensation qu'on est moins dans un moment de progrès que dans un moment de recul. Alors évidemment, c'est très difficile à quantifier quand on parle des évolutions au sein des couples, parce que ça, c'est une étude qui relève de la sociologie ou même peut-être de la psychologie de terrain. Mais en tout cas, au niveau des politiques, moi, je ne suis pas extrêmement optimiste. Par contre, ce que j'observe, et ça, c'est la chance que j'ai aussi d'être en contact avec des étudiantes et des étudiants dans plusieurs universités, c'est que effectivement, la génération qui a maintenant, on va dire, entre 15 et 25 ans est beaucoup plus sensibilisée, je trouve, qu'on ne l'était peut-être il y a 20 ans. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire que si on prend ce réflexe, en fait, de toujours s'interroger sur les inégalités, notamment entre hommes et femmes, mais elles passent, évidemment, elles s'élargissent aux inégalités de genre, aux inégalités de classe, etc. Mais si on prend ce réflexe de toujours s'interroger, eh bien, on peut, j'espère, arriver à un progrès, mais comme l'a dit Sylvie, c'est pas seulement par le droit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer que parce qu'on a une nouvelle loi, ça aille mieux. C'est vraiment dans les mentalités, dans les pratiques que vont se jouer les choses les plus importantes. Donc la prochaine question est plutôt pour Madame Losberg. Oui, bien sûr. Oui, je vais compléter ce que dit Diane. Donc sur la question de l'évolution des mentalités, c'est difficile de dire si on est dans un moment où ça s'améliore ou pas. Je crois que c'est toujours des moments où on avance et il y a des reculs. Et au fond, petit à petit, on gagne quand même du terrain. Sur la question des violences, Diane dit, bah oui, chez les jeunes, il y a plus de conscience. C'est vrai, mais et on l'a dans le confinement, c'est dans les couples jeunes que la violence a été la plus forte, a augmenté. La violence dans les jeunes couples, c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Mais donc, on a des outils pour ça. Les outils, c'est des animations à les relations affectives et sexuelles qui doivent se passer à l'école. Et là, de nouveau, les pouvoirs publics ne mettent pas les moyens. Il n'y a que 15% des élèves qui ont eu une fois une animation comme ça à Bruxelles. Il y a des espaces qu'il faut créer là où tous les jeunes se retrouvent, depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence ou le jeune adulte, pour précisément travailler sur ces questions. Qu'est-ce que c'est le consentement? Quand on va parler aux jeunes et on les met face à des situations et qu'on leur demande de réagir, ils comprennent mieux que dans telle situation, ils réagissent comme ça. Eh bien, la fille va dire, oui, mais enfin, là t'abuses, là tu me forces, en fait. Et le gars, il va dire, bah non, pas tout à fait. Et donc, il faut qu'ils puissent prendre conscience de ça. Parce que la société nous le montre partout, tout le temps. Tous les James Bond, les films qu'on voit, ben c'est des filles qui disent oui après qu'on les a forcées et que tout à coup, elles sont toutes contentes parce qu'on les a forcées. Donc, je veux dire, au niveau de la culture aussi, il y a un travail à faire. Donc, c'est à l'école qu'il faut le faire. On sait comment le faire. Il faut mettre les moyens. Et moi, je peux rajouter un petit mot? Bien sûr. Oui, moi je dirais que pour moi, c'est jamais acquis. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a des périodes de changement, le patriarcat quand même ne va pas lâcher tous les privilèges qu'il a eu pendant des siècles et des siècles, et dès qu'il y a un moment d'instabilité, de crise, il y a une augmentation des violences et de domination pour pouvoir justement continuer à maintenir les privilèges pour ne pas les perdre. Moi, je fais toujours un parallèle avec les autres systèmes de domination. C'est comme par exemple le fascisme. On n'est pas, il peut tout à fait revenir dans des moments de crise. On voit bien que le racisme, par exemple, qui se décomplexe maintenant, qui augmente, eh bien, c'est aussi un système de domination sur une autre catégorie de
de personnes, mais je fais le même rapprochement aussi avec les violences de genre. Merci beaucoup du coup pour la réponse extrêmement complète. La prochaine question, comment concrètement peut-on prévenir de telles violences? Je pense que ça a déjà été un peu expliqué, mais peut-être il y a encore une façon de résumer ou alors de donner une autre réponse. Mais Diane en a parlé, il y a l'éducation, ça c'est fondamental. Il y a les signaux que la société donne. La société continue à minimiser les violences envers les femmes. Et troisièmement, il y a l'entourage. Il y a des femmes qui sont isolées, qui se cachent. Les gens ne veulent pas forcément voir parce qu'ils ont peur des conséquences. Je vais faire un parallèle avec l'inceste. On le voit aujourd'hui. Au fond, il y a un tabou sur les violences parce que on a l'impression qu'on va entrer dans la vie privée des gens et finalement, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On ne veut pas savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est confrontant. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'être confronté à ça. Et donc, on préfère fermer les yeux. Alors que, mais j'avais, la semaine passée, une jeune patiente, je crois qu'elle a 16 ans. Et elle me dit, moi j'ai une copine qui vit dans un autre pays pour ses études, et son copain, il l'a frappé, il l'a tiré par les cheveux, il l'empêche de ceci et de cela. Et elle me dit, je lui ai dit, tu dois parler à ta mère. Elle me dit, oui, je vais en parler à ma mère. Elle m'a dit, je suis sûre qu'elle n'a pas tout dit à sa mère. Elle dit, moi, j'ai parlé à ma mère. Et je lui dis, bah, tu parles à ta mère, mais tu parles aussi à moi. Et moi, je suis aussi responsable. Il y a non-assistance à personne en danger. Les gens ne veulent pas voir ça. Ils croient que, bah non, il faut se taire et qu'il n'y a rien qui va se passer. C'est pas vrai. Tu dois renverser la responsabilité. Quand on sait que quelqu'un se fait agresser, on a la responsabilité d'agir. On ne peut pas fermer les yeux. Et ça, c'est pas du tout compris, en fait. On a l'impression que c'est l'inverse, que c'est quand on agit qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, Diane, je parle sous ton contrôle. Non, je suis entièrement d'accord et c'est vraiment, ça illustre en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ce que les féministes criaient dans les manifestations des années 1960, de private is political ou l'intime est politique. Ben aujourd'hui, c'est juridiquement établi. C'est que ce qui se passe dans l'intimité d'un couple, et ça peut être un couple marié depuis longtemps ou un couple pas marié, ou un couple riche, un couple pauvre, un couple de parents, un couple de voisins, un couple de jeunes, hein, même qui n'a pas de maison commune ou quoi que ce soit, ben en fait, c'est une question de société. Parce que c'est à ce moment-là que se noue un certain type de relations dont le droit a décidé qu'elles étaient choses publiques. Et donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut se mêler de tout, voilà, mais si on entend que dans le côte à côté de nous, il y a quelque chose qui se passe ou qu'on entend des amis on peut réagir et en principe, on peut espérer avoir un bon accueil de la part des professionnels par rapport à ça. Et si on n'ose peut-être pas aller directement à la police, bah, il y a les services psychosociaux, il y a les plannings familiaux aussi qui peuvent être des relais. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, ne fût-ce qu'en parler, en fait. En parler autour de soi, c'est vraiment très, très important. Et puis, la prévention, je pense qu'elle va beaucoup passer par des structures comme celle de Yamina. Bon, ça, je parle sous ton contrôle, mais c'est-à-dire la possibilité pour les femmes de partir, en fait. Et donc, de mettre fin à un cycle qui peut-être n'est pas encore irrattrapable. Donc, la question du logement, de l'accompagnement, de la protection des enfants, etc. aussi. Merci beaucoup. Alors, on passe à une question qui va intéresser beaucoup de personnes, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous regardent. Est-ce possible de s'investir en tant qu'étudiant, étudiante dans une des associations dont vous avez parlé? Si oui, comment? À nouveau, on fera en sorte de mettre justement tous les liens des associations qui auront été citées par après. Je ne sais pas si vous avez, une idée. Pour les juristes, je pense que Diane va expliquer comment on peut rejoindre ou soutenir Femmes et de l'eau. Yamina, je ne sais pas parce que c'est très spécialisé, évidemment. Oui, effectivement. C'est spécialisé, c'est délicat aussi parce que les adresses sont confidentielles. Et donc, pour pouvoir s'investir, il faut vraiment faire cela sous forme de stage ou peut-être un travail d'étudiant. Mais c'est vrai que le bénévolat, nous ne travaillons pas avec les bénévoles pour des raisons justement
ouais, de confidentialité, et qu'il faut vraiment être sensibilisé, formé, ce que je ne doute pas, hein, pour les personnes qui ont envie de s'investir. Mais les femmes ont aussi du mal aussi, à voir aussi des gens je dirais, qui peut-être défilent, ou qui trop de personnes, ou qui ne sont pas qualifiées, ou voilà, c'est délicat. Oui. Par contre, au Conseil des femmes, c'est ouvert. Donc, le Conseil des femmes, c'est une coupole d'associations, hein. Donc, ça veut dire que nous, on aide nos associations et nos membres individuels à mener des actions, à rejoindre des actions. Donc, on peut se faire membre. Il faut aller sur le site cffb.be. On peut rejoindre des commissions de travail. Il y a une commission jeune qui a fait d'ailleurs la brochure sur les droits des filles. Et il y a d'autres commissions. Moi, je préside la commission éthique, par exemple, qui travaille sur toutes les questions, par exemple, sur le sabotage contraceptif. C'est notre sujet du moment. Et c'est aussi des associations de terrain à Bruxelles, en Wallonie. Donc, allez voir sur le site. Et ça coûte pour les étudiants, c'est 5 € par an. Donc, je crois que c'est raisonnable. Voilà. Mais bienvenue, hein, avec grand plaisir. Et alors pour Femenlo, donc la SBL dont je fais partie, c'est une petite ASBL, on n'existe que depuis 4 ans. Et on est actuellement composé de juristes. Ça veut dire que tous nos membres ont fait des études de droit, et donc par définition, si ça n'est pas encore votre cas, vous n'êtes pas encore en mesure de devenir membre. Ceci dit, d'abord, on est en train d'y réfléchir, et par ailleurs, on va essayer de remettre en place des stages. Alors que la situation sanitaire, c'est pas évident, évidemment, mais on l'avait fait il y a quelques années, et ça, c'était, je pense, assez chouette. On avait confié des projets de recherche aux personnes qui s'étaient proposées. J'ai visiblement un petit souci de connexion, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Mais voilà, sinon, j'aurais tendance à vous conseiller de vous tourner vers le Conseil des femmes, effectivement. Parfait. Merci beaucoup. La prochaine question, donc quels pays sont actuellement à l'avant-garde de la situation des femmes et comment peut-on s'en inspirer, qui rejoint un peu, qui se pose par opposition à une autre question qui demande si justement il n'y aurait pas des régions qui sont plus touchées par le phénomène des violences conjugales. Est-ce que ce serait expliqué par rapport à la situation économique, etc. Yamina, sur la situation économique, je ne sais pas. Je pense que la question des violences, elle touche tous les milieux sociaux, Oui, mais que oui, certainement, en période de crise, il y a des milieux où les conditions de vie exacerbent les violences. Mais les violences, c'est dans tous les milieux. Hein, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que je parlais de groupes vulnérables. Les violences, elles touchent vraiment tous les milieux, mais il y a des groupes plus vulnérables qui vont subir de plus graves violences et qui auront moins la possibilité de s'en sortir parce qu'elles sont plus isolées, parce qu'elles ont moins de revenus économiques. Voilà, si on parle de région, ben, ça dépend aussi justement du réseau proche, les intervenants, ça dépend des lois. Si les lois sont aussi valides les violences ou institutionnalisent la domination masculine, il peut y avoir dans certaines régions des dominations. Mais domination ne veut pas dire forcément agression, passage à l'acte. Par exemple, dans certains couples, il y a des dominations qui peuvent être présentes pendant toute la vie du couple, sans pour ça passer à l'acte. J'entends par là que la femme a appris à accepter la domination de l'autre, et pour pouvoir se protéger, parce qu'elle n'a pas d'autre choix, va se subordonner et se soumettre. Donc, il faut vraiment mesurer la domination dans ce sens-là aussi. Pour les pays, donc Diane a parlé aussi de l'Amérique du Sud et de l'Espagne. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le contexte historique. En fait, quand vous voyez des pays d'Amérique du Sud où il y avait de très nombreuses dictatures et l'extrême droite est un facteur d'aggravation des violences envers les femmes, puisque l'extrême droite est violente par définition
et suppose que certains sont ont plus de valeur que d'autres. Hein. Les femmes en ont moins. Et puis, il y a toute la question du racisme, de l'homophobie, etc., qui est évidemment l'ADN, si je puis dire, des mouvements d'extrême droite. Quand ces pays sont sortis de ces dictatures, et c'est le cas de l'Espagne après la période franquiste, il y a eu une prise de conscience des violences qui étaient, je dirais, totalement inadmissibles, non seulement sur le plan de l'ampleur des violences, mais la quantité de femmes violentées en Espagne était absolument inadmissible, au point que l'État a dit, bon, on doit faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils ont mis au point ce dont Diane parlait. Et ça, c'est un peu pour le contexte historique. Mais Diane, peut-être tu peux aller un peu plus loin là-dessus. Ben moi, j'aime pas tellement les rankings, etc. Et je suis toujours assez mal à l'aise de lire que la Belgique, c'est le 6e pays le meilleur pour l'égalité homme-femme, etc. Ça me laisse assez froide. Je pense que l'objectif, c'est pas d'être le premier dans la liste. L'objectif, c'est d'arriver à une égalité qui soit effective. Alors, c'est vrai que, bien entendu, nous, on a une constitution dans laquelle il est proclamé que les hommes sont égaux aux femmes et que les femmes sont égales aux hommes. On a une série d'instruments internationaux, voilà. Maintenant, de facto, les inégalités, elles restent quand même très importantes. C'est la fameuse différence pour les juristes parmi vous entre la légalité et l'effectivité. Donc, c'est le fait de ce qui se passe concrètement, voilà, dans les tribunaux et également dans la vie quotidienne. Maintenant, des pays à l'avant-garde, c'est très difficile à évaluer, je pense, notamment sans doute parce que, en particulier, les statistiques consacrées à la situation des femmes et aux spécificités qui les concernent, elles sont très parcellaires, leur méthodologie est parfois discutée. Il y a un vrai choix aussi budgétaire de politique publique de pas nécessairement établir des statistiques par rapport à ça. Et donc, c'est très, très compliqué à comparer. Maintenant, oui, bien sûr, en Belgique, les femmes peuvent conduire des voitures et travailler, voter. Bon, c'est évidemment mieux qu'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je fais pas forcément les questions dans l'ordre, mais je vais essayer d'un peu tout résumer. Donc, comment expliquer que la prostitution ne soit pas considérée comme une violence contre les femmes au niveau européen? Alors, la prostitution, c'est une question extrêmement délicate, même au sein des milieux féministes. Puisqu'il y a beaucoup de façons de la penser, de l'approcher, et puis qu'il y a eu beaucoup de tentatives, alors souvent assez inabouties, mais politiques, qui n'ont pas toujours apporté les résultats qu'on pouvait espérer. C'est vraiment une difficulté, la prostitution, parce qu'on peut estimer que c'est le marqueur d'une société dans laquelle les femmes on considère que le corps des femmes doit être à disposition des hommes, que les hommes ont des pulsions, qu'il faut les satisfaire, que si on ne le fait pas, il y aura de la violence dans les rues partout et que ça n'ira pas, et que par ailleurs, c'est comme ça. Hein, c'est un peu l'idée que quoi qu'il arrive partout, qui dit qu'il y a une gare, dit qu'il y a de la prostitution aux alentours. Et donc, dans cette optique-là, l'idée, c'est évidemment que la prostitution, c'est l'un des marqueurs de cette société patriarcale. D'autres insistent sur le fait que il y a des femmes qui, alors je mets de côté l'exploitation sexuelle et la traite, mais il y a des femmes qui affirment que c'est un choix de leur part et que, voilà, elles ont le droit de faire ce qu'elles entendent faire avec leur corps et que si elles décident de proposer, voilà, des rapports sexuels tarifés, c'est comme ça. Et donc, c'est très compliqué de prendre position là-dedans, puisqu'il y a une logique très méta et une analyse très globale et structurelle, et que parfois elle mène alors à ne plus entendre la parole des femmes concernées, ce qui est très peu féministe, bien entendu, et pas toujours respectueux, évidemment. Et puis, il y a une logique pragmatique aussi, de dire, au fond, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si demain on interdit la prostitution, il n'y en aura plus? Ou est-ce qu'on est dans ce cadre social qui fait que la domination existe, que la location des corps des femmes, c'est quelque chose qui paraît encore une pratique. Donc, c'est un débat extrêmement compliqué et je pense que c'est pour cette raison que ce n'est pas encore considéré comme une violence par notamment les textes européens. C'est une raison, mais ce n'est pas la seule. L'autre raison, c'est aussi un petit manque de courage politique. Je pense qu'en Belgique, notamment, la prostitution fait vraiment l'objet d'une forme d'hypocrisie
entre certains engagements internationaux qui ne sont pas respectés, une forme de réglementation qui reste quand même relativement confidentielle. Et donc, il y a quelque chose là, sans doute, qui peut faire peur, je pense, aux autorités politiques, de se dire que c'est le genre de question, c'est un peu comme les prisons, mais en pire, si vous voulez, dans lesquelles peut-être, si on veut faire une carrière politique, on n'a pas tellement envie de se mouiller. Maintenant, c'est une question qui est vraiment très, très cruciale et qui, même dans ses dimensions pratiques, est très compliquée puisqu'on voit que dans les pays où la prostitution a été réglementée, ou dans par exemple, certains cantons suisses ou certains pays nordiques, en fait, il y a une prostitution parallèle qui s'est maintenue, que l'exploitation du corps des femmes, elle s'est maintenue également, même dans ce cadre officiel réglementé. Donc, c'est vraiment des questions qui, d'un point de vue pratique aussi, sont compliquées. Donc, ce qui serait intéressant à ce sujet, ce serait de commencer à financer les recherches, en fait, pour essayer de comprendre exactement ce qu'on peut faire par rapport à ce problème qui concerne effectivement massivement les femmes, hein, puisqu'on dit que 85% des personnes qui se prostituent sont des femmes, pour 5% de trans et 10% d'hommes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Sylvie et Yamina veulent dire quelque chose, c'est une question qui est clivante aussi. Non, je rejoins tout ce que tu as dit. La prochaine question concerne la preuve. Comment vous répondez aux personnes qui expliquent que c'est difficile de prouver qu'une femme a été tuée parce que c'est une femme, qui est au final la définition même du féminicide? Je ne sais pas si vous voulez y aller. Sinon, c'est évidemment l'une des questions qui revient rapidement quand on parle d'incriminer le féminicide, c'est pouvoir prouver qu'une femme a été tuée parce qu'elle était une femme. Alors, on peut préciser, hein, c'est une femme a été tuée parce qu'elle est une femme et qu'un homme a considéré qu'elle ne faisait pas comme il entendait. Hein, je veux dire, voilà. Dans certains cas, c'est évidemment très clair. Hein, on peut penser aux attentats des incels, vous savez, ces involuntary celibs, là, ces espèces de malades qui ont des forums sur Internet pour expliquer que l'ensemble de leurs malheurs sont liés au fait que les femmes ont une toute petite place dans la société, ou une trop grande en tout cas pour eux, et qui alors, notamment au Québec, voilà, ont volontairement et revendiqué des attentats visant des femmes. Évidemment, dans d'autres cas, c'est plus compliqué, et alors on a la question habituelle de dire, mais s'il y a un hold-up dans une banque et qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tués, est-ce que c'est des femmes, on va dire que c'est des victimes de féminicide? Évidemment que non. La question de l'intention, c'est en fait la même que celle qu'il faut prouver dans les infractions à caractère raciste, en fait. Donc, il y a quelque chose qu'il faut prouver là, qui doit dépendre des faits, mais c'est clairement un enjeu probatoire massif, et je pense que c'est l'un des enjeux qui pourrait mener à ce que le féminicide ne soit pas incriminé, parce qu'il y aurait cette question de l'opérationnalisation de la chose. Voilà. Je vous ai dit par ailleurs que pour moi, la question ne s'arrêtait pas à l'infraction, mais enfin à l'incrimination. Mais voilà. Merci. Ensuite, une autre question concerne les mesures existantes qui permettraient de protéger une femme qui voudrait porter plainte par rapport à des violences. Et ça rejoint justement une autre question qui demande un peu, qui demande quelles sont les difficultés et comment un peu pallier aux difficultés que les femmes rencontrent lorsqu'elles portent plainte, justement. Voilà, moi je voudrais d'abord dire que porter plainte ne protège pas forcément. Il faut bien, je dirais, nous sommes très attentifs à justement ce qui se passe, à la dynamique qu'il y a dans le couple quand une femme veut porter plainte. Parce que quand elle porte plainte, le partenaire est entendu par la police. Donc, si elle est toujours au domicile conjugal qui s'attend pas du tout à ça, ça peut devenir très dangereux pour elle, parce que porter plainte, c'est une prise de pouvoir. Donc, elle est, quand je parlais tout à l'heure de mécanismes de protection, donc elle est dans le contre-pouvoir, et lui peut intensifier alors c'est sa stratégie de contrôle, et donc la dame doit vraiment savoir dans quel type de violence elle se trouve. Merci. Ensuite, on a une question de Marie-Charlotte. Donc, est-ce qu'on peut trouver sur Internet ou autre une sorte de checklist, questionnaire, pour évaluer si on est victime de violence dans son couple, et si oui, à quel degré? Parce que c'est vrai qu'en situation de violence, on ne se rend pas toujours compte que ce qu'on
ce qu'on vit est effectivement de la violence, surtout psychique ou économique ou autre. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, il existe un outil qui s'appelle le violentomètre. C'est un outil qui a été mis au point en Île-de-France par le Centre Hubertine Auclair, qui a été adapté par le Canada. Donc, si vous tapez sur Internet violentomètre, vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant, c'est important, je pense aussi, c'est de se sensibiliser en écoutant. Bon, vous avez la campagne de sensibilisation Fred et Marie de la communauté française qui mettait quand même aussi en image des situations qui sont annonciatrices ou qui montrent comment il y a aussi un climat de la violence. Mais je ne sais pas si toi, Yamina, tu as autre chose, mais moi, je connaissais ça, le violentomètre. Oui. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est surtout, il faut aussi surtout en parler. Il faut en parler autour de soi à des personnes qui peuvent nous renvoyer certaines choses. Il faut être à l'écoute de soi surtout, sentir comment on se sent dans cette relation. Si on a peur, si on peut dire son opinion, ça c'est très important. Les impacts qui sont très insidieux, mais qui sont présents, ça on peut vraiment les sentir. Mais à partir du moment aussi où on reste connecté à soi, à ses émotions, ce qui est pas facile, hein, parce que dans certaines situations justement, certaines femmes peuvent se couper de leurs émotions, se dissocier, parfois même de leur corps pour pouvoir continuer je dirais, à faire avec la violence conjugale parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et elles se retrouvent dans un état de survie et donc il faut vraiment parler, essayer de rompre l'isolement d'une manière ou d'une autre, quoi, hein. Faire appel à des professionnels, je rappellerai le 0800 30 030 qui peuvent eux vous orienter vers des centres spécialisés où vous pouvez avoir une écoute dans l'anonymat et vous pouvez échanger. Et ils peuvent vraiment vous permettre de vous renvoyer certaines choses. Toujours très intéressant de parler à des personnes extérieures et des professionnels. J'ai mis un lien justement avec l'outil pour mesurer le degré des violences dans le chat, si ça intéresse quelqu'un. Je regarde encore les questions. Oui, par rapport à Madame Bernard, vous parliez du fait que le droit ne permettait pas aux femmes d'arriver à une égalité. Pourriez-vous nous donner des exemples? Et alors, après ça, on terminera par une dernière question. Et ensuite, on clôturera la conférence pour prévenir les personnes qui voulaient encore poser des questions. Alors, je pourrais botter en touche en vous disant de consulter à la bibliothèque ou en ligne parce le PDF est en open access sur le site de Femello. Donc, de consulter le code de droit des femmes, hein, c'est un code commenté qui est paru l'année passée chez l'ARCIE. On a eu de la chance, il est paru le 5 mars. On voulait le sortir pour le 8 mars. La conférence a encore eu lieu, franchement, juste avant le confinement. C'était incroyable, l'alignement des astres. Comme quoi, parfois, ça marche. Mais donc, ce qu'on a essayé de montrer dans ce code, c'est que le droit, il n'est pas seulement un outil d'égalité, il peut être aussi une entrave à l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambivalence. Et ça vaut pour les femmes, mais en fait, ça vaut pour beaucoup de mouvements progressistes aussi. Mais ici, on parle des femmes, c'est-à-dire le droit à la fois, par exemple, le droit de la non-discrimination, ou bien on peut penser, par exemple, aux exigences de représentation des femmes sur les listes électorales. C'était une exigence juridique qui a permis que les femmes soient mieux représentées en politique. C'est pas encore 50-50, mais c'est vraiment une mesure juridique qui a aidé. Voilà, tout comme certaines mesures juridiques en matière de violence, je pense, pourraient aider. Je pense, par exemple, à tout ce qui a trait à l'attribution préférentielle du logement. Quand il y a une séparation après violence, le fait qu'il soit juridiquement prévu que la victime de violence, hein, dans plus de 85% des cas, c'est
femmes, eh ben, puissent avoir le logement et être protégées par rapport à ça. Ça peut vraiment être très important. Mais à d'autres égards, ben, le droit peut parfois être une entrave à l'égalité. Il y a certaines règles qui restent pas très favorables ou pas favorables du tout à cette égalité. Alors bien sûr, si c'est une discrimination directe, on pourrait s'adresser à la Cour constitutionnelle pour faire annuler la loi, enfin, selon les limites possibles, mais les délais, etc. Mais il y a aussi beaucoup de discrimination indirecte. Je peux vous prendre plein d'exemples qui ne sont peut-être pas dans les exemples auxquels on va penser en premier. Par exemple, en matière fiscale ou en matière de sécurité sociale, comment est-ce qu'on calcule la pension ? Ben, l'allocation que vous pouvez toucher quand vous ne pouvez plus travailler, puisque vous avez passé un certain âge, eh ben, elle va dépendre du nombre d'années que vous avez travaillé. Et donc concrètement, ça veut dire que c'est une mesure qui a été pensée sur la base d'un modèle dans lequel, dans les familles, il y a une personne, le mari, qui a un travail et qui fait sa carrière toute sa vie. Et voilà. Bon, les femmes, du coup, c'est pas terrible en termes d'allocation, surtout quand on sait que elles sont très très nombreuses et les plus nombreuses parmi les personnes qui ont des interruptions de carrière, souvent liées à la maternité, ou bien qui prennent des temps partiels, souvent pour prendre soin de certains membres de la famille, etc. Et donc là, c'est un exemple. Un autre exemple auquel on peut penser, toujours en matière de sécurité sociale, c'est les conditions pour obtenir le revenu d'intégration sociale, donc l'allocation minimale à laquelle vous pouvez accéder. L'une des conditions pour ça, c'est d'être disposé au travail. Et donc, on a eu une affaire, des membres de Femello a eu une affaire il n'y a pas très longtemps. Elle défendait une femme qui était seule avec ses enfants. Et donc, cette femme était seule avec plusieurs petits-enfants et donc, elle avait refusé plusieurs travails dont les horaires étaient la nuit. Oui, parce qu'elle était toute seule avec ses enfants. Et donc, elle a perdu son revenu d'intégration sociale. On a dit, vous n'êtes pas disposé à travailler. Mais sauf que, non, en fait, quand on est seul avec des enfants, homme ou femme, on ne peut pas se permettre de travailler comme ça la nuit parce qu'on n'a pas de solution. Et donc, là, il y a le marqueur. Alors, vous allez me dire, c'est pas que pour les femmes. Non, c'est vrai. Sauf que quasiment 90% des familles monoparentales, elles sont tenues à bout de bras par des femmes. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier aussi et qui n'est pas très égalitaire. Et ces exemples-là, on les trouve vraiment dans tous les domaines, en fait. On les trouve au niveau du droit du travail, on peut penser au congé de maternité aussi, pour faire quelque chose de véritablement égalitaire. Moi, je suis très, très favorable, comme je crois toutes les associations féministes, pas les associations d'hommes, enfin de pères, assez paradoxalement, mais je suis très favorable au congé de parentalité, de façon à ce que la venue d'un enfant ait le même effet sur les hommes comme sur les femmes, sur les coparentes aussi, bien sûr. Et donc, voilà, il y a toute une série de choses qui nous invitent à repenser autrement l'accès au travail, etc. Mais à nouveau, donc le droit moteur d'égalité, oui, frein à l'égalité aussi, ça s'explique historiquement, mais il faut aussi se rappeler que le droit n'y suffira pas. Et que c'est quand même des choses aussi qui restent liées à l'idée qu'on a que voilà, une carrière féminine, c'est pas une carrière masculine, qu'un homme et une femme, on a chacune des caractéristiques différentes, etc. Et donc, c'est toute l'évolution sociale aussi qui est là derrière, qui est cruciale. Merci. Du coup, on va à la dernière question. Merci infiniment pour ces interventions. Quels sont les moyens mis en place qui permettraient de susciter des réactions du monde politique, et ce afin d'avoir une meilleure prise en charge de ce phénomène de violence conjugale clairement sous-estimé en Belgique? Donc un peu pour finir sur une note, disons un peu toutes les actions au final qu'on peut prendre à notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est compliqué comme réponse, parce que c'est quels sont les moyens mis en place, c'est-à-dire les moyens déjà mis en place. Alors, les moyens déjà mis en place, moi, je dirais rejoignez une association ou des collectifs. Il y a selon vos sensibilités, selon la cause qui vous tient le plus à cœur, trouvez un collectif. Il y a des collectifs très parfois presque même très ludiques, très engagés, qui sont pas nécessairement gratte-papier, on va dire, comme on l'est par exemple quand on est juriste. Mais je veux dire, voilà, l'exemple du 8 mars en est un, avec les collectifs du 8 mars, avec des actions comme celle du poisson sans bicyclette, si c'est un type de féminisme auquel vous adhérez, ou Rosa, ou j'en sais rien, moi, allez, comment ça s'appelle, la caravane des cyclistes féministes. Enfin, je veux dire, il y a plein d'associations qui existent, qui peuvent vous permettre de vous impliquer. Alors, pour susciter des réactions du monde politique, c'est peut-être au moment des élections, de poser les questions à ce sujet, de vous intéresser au programme politique, qu'est-ce qui est dit,
Et qu'est-ce qui est prévu? Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes très fan du CDNV, est-ce que vous avez déjà remarqué que sur leur site internet, très visiblement, ils ne sont pas pour l'avortement? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire évoluer votre opinion politique? Et donc être vigilante à l'actualité parlementaire, je pense que ça peut être important. Et puis, en fait, on a le droit d'écrire à nos représentantes et nos représentants. On peut les interpeller en tant que citoyenne ou que citoyen. On envoie un mail. Hein. Généralement, on a une réponse. Un peu standard, mais on a une réponse. Merci beaucoup, du coup, pour toutes vos interventions. Merci beaucoup pour les questions également de toutes les personnes qui ont regardé la conférence dans le chat. Voilà, pour les personnes qui auraient peut-être loupé des informations ou qui aimeraient le nom de certaines lois ou associations, d'une part, l'enregistrement de cette conférence sera disponible d'ici quelques temps sur YouTube et d'ores et déjà sur Facebook, mais un compte-rendu également de la conférence sera publié sur notre page. Donc ce sera par écrit et ça reprendra un peu les propos de chaque intervenante. Donc vous pourrez partager un peu peut-être ce compte rendu à votre entourage. Donc voilà, merci à tous et je vais désormais clôturer la conférence et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Merci beaucoup, bravo pour cette organisation. Bonne soirée à toutes et tous. Merci Merci de votre présence. Au revoir.